Ah, ça y est, c'est parti. Attention, vous entendez plus que moi. C'est bon, tout le monde y est? Alors, donc ici, on va étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil. Et donc, comme on l'a dit, je l'ai rappelé juste avant, on fait cette étude dans le référentiel héliocentrique. Et on va se limiter, à votre niveau, on se limite au cas d'une trajectoire circulaire. Voilà, c'est le cas le plus simple. En terminale, on se limite à ça. La première chose, c'est peut-être de faire le schéma pour bien visualiser la situation. Alors, je fais un schéma vu de dessus d'une portion de trajectoire circulaire d'une planète quelconque autour du Soleil. Alors, on va mettre le Soleil ici. La planète ici. Alors S, c'est le centre du Soleil, et je vais noter P, le centre de la planète. Oui, c'est là, sur la partie qui manque de la fin. Ensuite, j'utiliserai... non, je ne vais pas mettre d'indice ici. Je vais mettre le majuscule et le minuscule. Alors, bon, pour étudier un mouvement comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On utilise quelle loi physique? La deuxième loi de Newton. Ok? Pour utiliser cette deuxième loi, il faut connaître quoi? Il faut bien définir le système. Là, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de la planète autour du Soleil, donc par rapport au référentiel héliocentrique. Et il faut connaître quoi? Les forces qui s'exercent sur mon système, donc sur ma planète. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'exerce sur ma planète? On fait le bilan des forces. Alors, le poids. Bon, le poids, on a dit que c'est, en première approximation, c'est la force exercée par la Terre sur un objet qui est à la surface de la Terre, qui est très proche. Là, c'est plus le cas. Là, on étudie le mouvement d'une planète par rapport au Soleil. Il n'y a pas de poids là. D'accord? Le poids d'un objet, c'est vraiment proche de la surface de la planète. Ici, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Donc, il n'y a pas de poids là. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poids qu'il n'y a pas de gravité. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme force de gravitation ici qui intervient? Loi de gravitation, tous les corps s'attirent entre eux, quelle que soit leur taille. À partir du moment où ils ont une masse, ils s'attirent entre eux. Donc, la planète subit quelle force là, de ce type-là? Une force d'attraction gravitationnelle de la part du Soleil. Donc, on ne parle pas de poids ici. On va dire que la planète est attirée par le Soleil. C'est une force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Ok? Donc, on n'appelle pas ça le poids ici. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon. On pourrait dire qu'il y a d'autres planètes qui tournent aussi autour du Soleil. Chacune, par définition de cette gravité, va exercer aussi une force d'attraction sur cette planète. Mais bon, cette force d'attraction, elle est quand même beaucoup plus faible que celle qui est exercée par le Soleil. Si on veut en tenir compte, ça devient très vite compliqué. Donc en terminale, évidemment, on ne tient pas compte de tout ça. Là, on va se limiter à la seule force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Okay? Donc il n'y a que celle-là. Alors, elle s'écrit comment? Alors, je marque un bilan des forces. Donc, force d'attraction exercée par le Soleil sur la planète. Je vais noter ça, vecteur F de S sur P. Soleil sur planète. C'est ce qu'on a vu dans les deux cours précédents. Cette notation. Alors, si je veux la représenter, ça vous fait encore un rappel sur la représentation vectorielle de cette force. Alors, cette force est subie par la planète. Donc, je vais faire partir le vecteur du centre de la planète, là, du point P. Quelle est la direction et le sens de cette force? F de S sur P. Donc, direction. Indiquez-moi clairement la direction. Vers le Soleil. Alors, ça c'est le sens en même temps. La direction, suivant la droite, SP. Et le sens,
De P vers S ou de S vers P, c'est de P vers S. Donc le vecteur force exercée par le Soleil sur la planète, on le fait partir du point P en direction du point S. Là voilà. Alors maintenant son expression littérale. F de S sur P égale. On l'a revu hier en corrigeant l'exercice. Ouais, on a remis une couche encore. F de S sur P, vectoriellement, est égal à G, oui, il y a une histoire de G. Fois. Alors, il y a la masse du Soleil et la masse de la planète. Alors, comme notation, je vais prendre M majuscule pour la masse du Soleil. Ah bon, écrivez-le si vous voulez, pour préciser, moi je ne vais pas le noter. M majuscule pour la masse du Soleil, et je vais prendre un M minuscule pour la masse de la planète. Donc, cette force est proportionnelle en valeur à la masse du Soleil et à la masse de la planète par leur produit. Ensuite, oui, sur D au carré. Alors sur D au carré, pour que ça soit bien clair, la distance D, on va l'expliciter en fonction des notations que j'ai prises sur le schéma. Donc le D en question, c'est quoi par rapport à... Voilà, c'est vraiment les centres du Soleil et le centre de la planète. Donc on va marquer SP au carré. Alors voilà, comme ça c'est clair, on voit bien à quoi correspond cette distance. Est-ce que c'est fini? Alors, il y a un moins, oui. On a dit que vectoriellement, on exprimait cette force par un signe moins pour rappeler que c'est une force attractive. Et il manque un vecteur, puisque là j'ai un vecteur, donc il manque un vecteur. Alors, comment on le note ce vecteur? Vecteur unitaire. Oui. Alors, USP. SP. Ce vecteur étant défini, donc unitaire, donc il a pour norme 1, quelle est sa direction et son sens? Je vais mettre en rouge. Alors, si on met les indices SP, ça veut dire que la direction c'est à la droite SP, et si on met dans l'ordre SP, c'est que c'est de S vers P. Donc, le vecteur unitaire, on le fait partir d'où on veut, hein, mais voilà, ça serait ça. U, SP. Voilà. C'est ce vecteur unitaire-là. Il y a le signe moins, hein, ce qui montre bien que F, vecteur F de S sur P, et vecteur USP ont la même direction mais des sens opposés. Et du coup, avec le signe moins, on se retrouve avec le même sens. C'est logique. Ouais. Donc je rappelle, hein, ça, c'est vraiment la première étape. Donc c'est très important. Hein, si vous faites des erreurs là-dedans, c'est sûr qu'après l'erreur, elle va se répercuter sur toute la suite. Donc il faut bien avoir tout ça en tête. Ok ? Bon voilà, on a fait le bilan des forces. Étape suivante, j'applique la deuxième loi de Newton. Je l'écris. Deuxième loi de Newton. Donc somme des forces extérieures égale quoi? Et dans la deuxième loi de Newton, j'étudie le mouvement d'un système de masse m qui a une vitesse v au cours du temps, une accélération vecteur a. Donc la deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures vectoriellement est égale à la masse du système. Alors le système étudié, c'est quoi ici? C'est la planète. Et on a dit que sa masse, on l'a noté m minuscule. Donc m minuscule, hein, attention aux notations, tout le monde est d'accord? Fois l'accélération du système, donc de la planète. Je vais noter tout simplement vecteur A. Donc le vecteur A ici, c'est le vecteur accélération de la planète. Bon, plus précisément, on avait dit que c'était le centre de gravité de la planète. Bon, là, je vais juste mettre la lettre A pour alléger les notations. Ok? Sinon, ça concerne sur le centre de gravité. Bon, mais voilà, j'applique ça
Alors MA, ça va rester comme ça. Somme des forces extérieures, on a fait le bilan, on a vu qu'il n'y avait que celle-là. Force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Et bien voilà, je remplace. Allons-y. Ça nous fait F de S sur P égale M vecteur A. Et bon, je vais peut-être le remplacer de suite, hein, c'est pas la peine de réécrire tout ça, ça vous avez compris. Donc ça nous fait moins G grand M fois petit m sur SP carré fois vecteur unitaire SP égale la masse de la planète petit m fois son vecteur accélération. Voilà, on obtient ça en appliquant la deuxième loi de Newton. Bon alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas noté, on va peut-être le noter pour que ça soit bien clair. On fait ici l'approximation d'un mouvement circulaire. Parce que le mouvement n'est pas forcément circulaire, mais si on cherche à faire l'étude dans le cas général, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, nous, au lycée, on se limite au cas du mouvement circulaire. Vous trouvez ça déjà assez compliqué, mais par rapport au reste, ça c'est vraiment ça. Alors, dans ces conditions de mouvement circulaire, est-ce que vous vous rappelez comment on peut écrire l'accélération dans une base particulière? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? On avait dit à ce moment-là, quand on avait parlé du vecteur vitesse, du vecteur accélération, que dans le cas d'un mouvement circulaire, on ne travaillait pas en coordonnées cartésiennes, mais plutôt dans une autre base, un autre repère, parce que c'était beaucoup plus pratique. C'est ça qu'on va faire ici. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle, ce repère? Frais. Né. Non. Non, pas y. Alors, je vais les rappeler, je vais les écrire. Alors, approximation de mouvement circulaire. Dans ce cas, le vecteur A s'écrit en coordonnées de Freinet, ou dans la base de Freinet, c'est pareil. A égale. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont le chapitre précédent sous les yeux. Alors, il y a deux composantes pour les coordonnées de Freinet. Il y a une composante, si vous vous rappelez, tangentielle, c'est-à-dire qui est tangente à la trajectoire, et une composante normale, qui est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. Alors, bon, je note tout, puis après je réexplique les notations. Alors, le vecteur A, en coordonnées de Freinet, et dans le cas d'un mouvement circulaire, s'écrit comme ça. dv sur dt. Alors, dv sur dt, pas le vecteur, hein, la norme du vecteur, dv sur dt, fois un vecteur unitaire t, plus la composante normale qui s'écrit v carré, hein, donc la norme de la vitesse au carré, divisé par r, donc r, rayon du cercle qui correspond à la trajectoire, fois un vecteur unitaire petit n. Ça vous revient? Pas du tout. Bon. De toute façon, je l'avais juste donné comme ça, on ne l'avait pas encore appliqué. Voilà. Là, on l'utilise parce que ça va considérablement simplifier le problème. Alors, on va écrire, ici je précise, où R
et le rayon de la trajectoire. La trajectoire est un cercle ici, on est dans l'approximation de trajectoire circulaire, donc R c'est le rayon du cercle. Pour les vecteurs unitaires T et N, je rappelle comment ils sont définis ces vecteurs. Donc la trajectoire, je vais faire juste une petite portion pointillée. Donc la trajectoire c'est ça. Voilà. La planète tourne autour du Soleil comme ça, en décrivant un cercle. Okay. Alors, imaginons que le cercle soit parcouru dans ce sens-là, vers le haut. Le vecteur T, c'est un vecteur unitaire, donc il y a pour norme 1, qui est tangent à la trajectoire et qui est orienté dans le sens du mouvement. J'ai choisi vers le haut. Donc ça va donner quelque chose qui est comme ça. Le vecteur T, c'est celui-là. D'accord ? Et le vecteur N, c'est un vecteur unitaire aussi, qui a pour norme 1, et qui, par définition, est perpendiculaire au vecteur T, et orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Donc ici, comme la trajectoire est circulaire, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur f de S sur T et du vecteur T là? Ça, c'est un cercle. Donc f de S sur P, ça correspond à un rayon là, et T est orienté suivant la tangente. Qu'est-ce qu'on peut dire entre le rayon d'un cercle et la tangente au cercle en ce point-là? C'est perpendiculaire, d'accord? Donc le vecteur n ici, il est de même direction que le vecteur f de S sur P. Ça c'est important de le remarquer, hein. Ça va permettre de simplifier la suite. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. Ça, c'est une portion de la trajectoire circulaire de la planète autour du Soleil. Elle décrit un cercle autour du Soleil. J'ai juste représenté en pointillé une petite portion de ce cercle. Et N et T, c'est... Donc T, par définition, c'est un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement. Donc j'ai dit, je choisis la trajectoire orientée vers le haut, donc T est orienté vers le haut. Et par définition, N, c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à T et qui est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. Et donc perpendiculaire à T, ça veut dire qu'il est confondu avec le vecteur f de SP. Enfin, la direction est la même. Ok ? Bon voilà, si vous avez bien compris ça, après, ça ne devrait pas poser de problème. C'est bon? Alors, on continue. A que j'ai exprimé en coordonnées défrénées, je vais le remplacer dans l'expression que j'ai obtenue à partir de la deuxième loi de Newton. Ça donne quoi? Alors, je vais écrire A, non, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Bon alors, ça donne. Je vais marquer. On obtient. Donc, moins G grand M fois petit m sur SP carré fois vecteur ISP égale M fois A. Alors, on va déjà simplifier ici, là. On ne l'a pas fait, mais on va le faire ici pour simplifier la ligne suivante. Regardez. Là, j'ai la masse de la planète, petit m, et elle est ici aussi, dans la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Bon, là, j'ai que des produits, avec une division par SP, puis là, j'ai deux produits aussi. Qu'est-ce que je peux faire là, pour le petit m? Je divise par m des deux côtés, ça revient à simplifier par m, donc ça s'en va. D'accord? Donc là, je le mets même plus. Voilà. Ça fait une ligne de moins à écrire. Voilà. Et comme ça, là, j'écris que c'est égal directement au vecteur accélération qui est là. Donc je recopie ce qui est là. C'est-à-dire dv sur dt fois vecteur t plus v carré sur r fois vecteur n.
Ça va, tout le monde dessus? Bon, alors là, si vous regardez bien, avec les notations utilisées, il y en a qui correspondent à la même chose. On va pouvoir faire des simplifications. Qu'est-ce que vous voyez là? Il y a des choses de ce côté là, qui sont les mêmes. Est-ce que vous arrivez à les voir? Ouais. Alors quoi par exemple? Vas-y Clément. R. Alors R, c'est la même chose que quoi ici? SP. C'est la même chose que SP. Est-ce que vous êtes d'accord? R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est un cercle dont le centre, c'est S. On est d'accord? Donc le rayon de la trajectoire circulaire, ben, c'est bien SP. Oui, ça correspond à ça. R et SP, c'est la même chose, d'après notation. Donc on va déjà noter ça. Or, R égale SP. Et quelle est la deuxième chose à remarquer? Alors, je vous aide un peu. Regardez les vecteurs unitaires. Oui. Oui, effectivement, il y a quelque chose entre USP et N. Quoi? Quelle relation on peut écrire entre les deux? Oui, c'est ça, exactement. Si on additionne USP et N, voilà, tels qu'ils sont définis, ces vecteurs, ça fait vecteur nul. Ce sont deux vecteurs unitaires qui ont la même direction mais des sens opposés. Donc ça fait vecteur nul, ou dit autrement, on pourrait dire que USP, c'est moins vecteur N, ou inversement. D'accord? Donc en fait, le USP avec le signe moins ici, c'est égal à quoi ça? Ben, j'enlève le signe moins et je remplace ça par vecteur N, que j'ai ici aussi. Donc ça va simplifier. Donc je le marque ici. Là. Et USP, vecteur USP égale moins vecteur N, ce qui donne alors le moins avec USP, je vais faire comme ça, c'est vecteur N. Ok? Donc je l'écris. Il me reste G fois M sur SP carré. Alors, SP carré, SP on a dit que c'était R, donc je vais directement la marquer. Sur R carré fois vecteur N égale dV sur dt fois vecteur t, ça ne change pas. Et v carré sur r fois vecteur n, ça ne change pas non plus. Ah, ça c'est beaucoup plus joli ça. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? En fait, je vais mettre d'un côté tout ce qui est exprimé en fonction du vecteur n, et de l'autre tout ce qui est exprimé en fonction du vecteur t. Alors, bon, vecteur n, je vais le passer de ce côté. Ça me fait, bon, je vais l'écrire en deux lignes pour que tout le monde y suive bien. Donc, gm sur r carré fois vecteur n. Je fais passer ce terme-là, v carré sur r fois n, de l'autre côté, donc signe moins v carré sur r vecteur n égale, ben il me reste ça à droite. Donc dv sur dt fois vecteur t. Bon, là il n'y a rien de compliqué. Je mets vecteur n en facteur, ça me donne gm sur r carré moins v carré sur r facteur de vecteur petit n, égale dv sur dt fois vecteur t. Ben voilà, il n'y a plus qu'à interpréter ça.
Alors il n'y a qu'une seule possibilité pour que cette égalité soit vérifiée. Qui m'explique pourquoi? Il faut regarder là aussi les vecteurs unitaires. Voir comment les vecteurs n et t sont définis. Bon, c'est pas forcément évident pour vous de voir ça, hein, c'est normal. Regardez comment sont définis les vecteurs t et les vecteurs n. À chaque instant, ils sont toujours perpendiculaires. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Eh bien, quelque chose exprimé en fonction de n, est-ce que ça peut être égal à quelque chose exprimé en fonction de t? Sachant que t et n sont toujours perpendiculaires. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible. Donc la seule possibilité pour que cette égalité soit vérifiée, c'est que ça soit égal à 0 et que ça soit égal à 0. Voilà. La petite subtilité mathématique, là, on va dire, elle est ici. Je la refais. Par définition des vecteurs n et t, ces deux vecteurs sont à chaque instant perpendiculaires entre eux. Donc il n'est pas possible d'avoir un vecteur exprimé en fonction de n qui est égal à un vecteur exprimé en fonction de t. Puisque ces deux vecteurs, ils n'ont pas la même direction. Donc c'est pas possible. Donc la seule solution de cette égalité-là, c'est que ça soit nul et que ça soit nul. C'est la seule possibilité. Donc en fait, de cette équation vectorielle, on va déduire deux équations scalaires, sans vecteur. Alors, on va le noter. Vecteur n et vecteur t étant perpendiculaires à chaque instant, la seule possibilité pour que cette équation, enfin cette égalité soit vérifiée, et donc l'expression en fonction de n, il faut que ça soit nul, et dv sur dt, il faut que ça soit nul. Donc voilà, ça me donne deux équations. dv sur dt égale 0. Alors ça, je vais l'appeler l'équation 1, par exemple. Et gm sur r carré moins v carré sur r égale 0. Équation 2. Ça fait vraiment partie, dans certains problèmes, des choses que vous devez savoir faire. C'est vraiment demander comme ça. Montrer que c'est vous qui allez me donner la conséquence de la première équation. La première équation dit que dv sur dt égale 0. Ça veut dire quoi ça? V, c'est la vitesse de la planète sur sa trajectoire circulaire. dv sur dt égale 0. Donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse en fonction du temps? Alors, ça serait une solution, mais ce n'est pas la solution la plus générale. Physiquement, ça ne convient pas à cette solution, puisque la planète, elle tourne autour du Soleil, donc sa vitesse n'est pas nulle. Donc, si on a v égale 0, alors dv sur dt égale 0 aussi. Ok, ça marche. Mais là, physiquement, c'est pas ça. Puisque la vitesse, elle n'est pas nulle. Elle tourne, la planète, autour du Soleil. Donc, c'est quoi l'autre possibilité? Ben oui, c'est une constante. Si ça ne dépend pas du temps, quand on dit constante, c'est par rapport au temps. Si ça ne dépend pas du temps que je dérive par rapport au temps, ça fait 0. D'accord? Donc, de l'équation 1, ça implique que v égale constante. D'accord?
constante par rapport au temps, hein, puisque la variable par rapport à laquelle on dérive, c'est le temps. Donc V égale constante par rapport au temps. V ne dépend pas du temps. V a toujours la même valeur, ce qui veut dire que la planète, lorsque le mouvement est circulaire, elle tourne à vitesse constante autour du Soleil. Ce qui correspond à ce qu'on qualifie d'un mouvement circulaire uniforme. Okay. V égale constante, c'est-à-dire que le mouvement circulaire est uniforme. Voilà ce qu'on en déduit. Si on fait l'approximation d'un mouvement circulaire, obligatoirement, c'est la deuxième loi de Newton qui nous le dit, obligatoirement, c'est que la vitesse, elle est constante le long de cette trajectoire. Et donc voilà la première information que nous apporte la résolution de l'équation donnée par la deuxième loi de Newton. Quelle information nous apporte la deuxième relation? Alors, ça égale 0. Qu'est-ce qu'il apparaît là-dedans? Il apparaît le rayon de la trajectoire, la masse du Soleil, une constante et la vitesse. Regardez là. On va pouvoir avoir l'expression de la vitesse avec la deuxième relation. V en fonction de G, de M et de R. Donc voilà ce que va nous donner la deuxième relation. Alors, on l'écrit ici. Donc 2 implique quoi? Ça implique que V carré sur R est égal à ça, donc j'ai plus le signe moins, je peux passer de l'autre côté. Gm sur R carré. D'accord? Donc là j'ai R au dénominateur et là j'ai R carré. Si je multiplie par R ici et ici, là je vais avoir celui-là qui disparaît et le carré qui disparaît. D'accord? Donc on peut simplifier ça déjà. Et ensuite, je prends la racine carrée. Donc V carré égale Gm sur R. V, mathématiquement, il y a deux solutions, plus ou moins racine. Mais pour nous, physiquement, une vitesse, c'est toujours positif. Donc on retient que la racine carrée qui est positive. Donc ça implique, je peux le laisser en vert, parce que c'est un résultat important, que V est égal à racine carrée de Gm sur R. Voilà. Là, la première relation nous dit que la vitesse est constante, et la deuxième relation nous donne l'expression de cette vitesse en fonction des paramètres dont elle dépend. Et quels sont ces paramètres? Grand M, c'est la masse du Soleil, et R, c'est le rayon de la trajectoire. Est-ce qu'il y a un paramètre qui est lié à la planète, qui intervient dans la vitesse de la planète? Non. Donc, quelle que soit la planète du système solaire, cette relation va être vérifiée. Et pour une position donnée, qu'on ait une planète ou une autre, c'est-à-dire qu'il y ait une masse plus grande que l'autre, ça n'a pas d'importance. Autrement dit, la masse de la planète n'a pas d'influence sur son mouvement autour du Soleil. On n'a pas rencontré ce résultat quelque part déjà là, où la masse n'avait pas d'influence? Sur Terre, quand je lance un objet et que les frottements sont négligeables, à ce moment-là, il est soumis qu'à son poids, et on a démontré que dans ce cas, le mouvement de l'objet ne dépendait pas de sa masse. Mais ça, on le retrouve ici. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. On le retrouve aussi avec la gravité, puisque le poids, ça vient de la gravité aussi. Donc, en fait, de façon générale, chaque fois que vous avez un corps qui n'est soumis qu'à la gravité, ou si c'est le poids, c'est la gravité aussi, que les frottements sont négligeables, qu'il n'y a pas d'autre force, la masse de l'objet en mouvement n'intervient pas. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier quand même. Bon, voilà. Donc déjà, vous devez savoir faire ça tout seul. Ça, c'est des exercices classiques qui peuvent tomber. Ok. Bon, là, toujours pareil, c'est nouveau, donc ça vous paraît un peu compliqué, c'est normal. Mais reprenez-le, on fera un exercice encore avec ça. Après, le raisonnement, c'est toujours le même. Quelle que soit la planète, quelle que soit l'étoile,
C'est toujours exactement le même raisonnement. D'accord? Alors, étape suivante, ça peut être une question qui suit. Exprimer la période de révolution de la planète autour du Soleil. Alors, la période de révolution, on l'a définie précédemment. On a dit que c'était la durée que met la planète pour faire un tour autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique. Ici, on est dans le cas de l'approximation par un mouvement circulaire, et on vient de montrer que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme relation que vous connaissez depuis le collège sur la vitesse? V égale D sur T. D'accord? Donc V égale D sur T. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour D et qu'est-ce qu'on peut prendre pour T, sachant qu'on veut calculer la période de révolution? Ben pour T, il nous faut cette période. D'accord? Alors, quand la planète fait un tour autour du Soleil, quelle distance elle a parcouru? La trajectoire est circulaire. Pour une durée grand T, période de révolution, elle a parcouru quelle distance? C'est quoi ça? Je fais un cercle. C'est quoi? C'est le périmètre. D'accord? Et le périmètre d'un cercle est donné par quelle relation? Non, c'est les R. Attention, s'il y a R au carré, ça veut dire que ça va être en mètres carrés, ou donc ça ne peut pas être le périmètre. C'est 2 pi r. D'accord? Donc, période de révolution. On utilise V égale D sur T. Là, je mets entre parenthèses car V égale constante. Alors, je vais préciser. Pendant la durée T, un grand T, c'est la lettre que j'utilise pour la période de révolution. Donc pendant cette durée-là, vous venez de me dire que la planète parcourt un périmètre du cercle de la trajectoire, c'est-à-dire 2 pi fois le rayon. Donc pendant la durée T, la planète parcourt, alors on va mettre V égale 2 pi fois R. Et le R qui est là, c'est vraiment le même que celui-là, hein, puisque la trajectoire circulaire, ici, là, son rayon, je l'ai noté R, donc c'est vraiment la même notation qu'ici. Hein. Ok ? On a donc V égale D sur T, donc D c'est 2 pi R, et T c'est grand T, période de révolution. Voilà, si j'applique D sur T à cette situation, j'obtiens ça. Ça va, tout le monde suit? Le V qui est là, c'est celui-là. Donc je vais remplacer. Alors avant de remplacer, peut-être, qu'est-ce qui serait judicieux de faire? Moi, ce que je veux, c'est grand T, et là je vais avoir une racine carrée. Donc pour pas qu'il y ait la racine... non, quoi que je peux... Si, on va laisser comme ça. Comme ça vous fait manipuler un peu les racines carrées. C'est pas plus mal. Alors, moi je veux grand T. Donc à partir de ça, grand T égale quoi? Donc T, il faut que je le passe là-haut, et V, il faut que je le passe là-haut. Donc ça fait 2 pi R sur V. 2 pi R sur V. Voilà. Bon, attention à ça, il y en a encore qui font des erreurs dans le calcul littéral. Il faut vous entraîner. Est-ce que là c'est bon? Tout le monde a compris? Bon. Divisé par V, ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier par l'inverse, 1 sur V. D'accord? Donc T égale 2 pi R fois 1 sur V. Et 1 sur V, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse de cette racine carrée.
L'inverse de la racine carrée, ben, c'est la racine carrée de l'inverse. Donc ça fait 2pi r. Alors, je vais le marquer, je vais remarquer t égale, puisqu'après on aura fini, je vais encadrer. Donc ça implique que t égale R, il faudra les regrouper. Bon, on va le faire après. Donc t égale 2pi r fois racine carrée de l'inverse de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire R sur GM. Bon, on termine ça, il n'y en a pas pour longtemps. Et donc là, j'ai tout simplement remplacé 1 sur V par l'inverse de ça. D'accord? Alors, j'ai un R qui est ici et j'ai un R sous la racine. Bon, c'est pas très joli ça, on va les regrouper. Comment je dois faire pour les regrouper là? Le calcul littéral. Alors, le R qui est ici, je peux écrire que c'est racine de R au carré. Et ensuite, le produit des deux racines, ça fait la racine du produit. Donc en fait, ça ferait T égale 2pi racine de R carré fois R sur GM. Alors attention à bien définir la racine. Il faut bien montrer que ça va jusqu'au dénominateur, jusqu'au bout. Et maintenant, j'ai plus qu'à multiplier ensemble R carré et R, ce qui me fait T égale 2pi racine de R au cube sur GM. Voilà. Voilà l'expression de la période de révolution d'une planète autour du Soleil. Et on va finir par une remarque. Je vais essayer d'écrire ça. Alors, remarque rapide, pour terminer. Je mets tout ça au carré. Regardez bien. Alors, ça me fait t carré égale 2pi au carré, ça fait 4 fois pi au carré, fois la racine carrée au carré, ben, il n'y a plus la racine. Donc ça fait fois R au cube sur GM. D'accord? Ça, c'est une remarque. Et là, ce que je vais faire, c'est que le R au cube, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc, il va passer sous le T carré. OK? Donc, ça me donne T carré sur R au cube est égal à 4pi carré sur GM. Donc 4pi carré, c'est une constante, G, c'est la constante de gravitation universelle, et M, c'est la masse du Soleil. Donc là-dedans, il n'y a rien qui dépend de la planète. Donc par rapport à la planète, ça, c'est une constante. Ah, ça ressemble à quelque chose. T carré sur R au cube égale constante. C'est quoi? C'est la troisième loi de Kepler. Kepler, dans le cas d'un mouvement circulaire. Ok? Bon, il y a quelques petits trucs en plus pour compléter ça. Je vous les mettrai dans la vidéo. Je les enregistrerai à part à un moment donné. Je vous les mettrai. Bon alors, je voudrais compléter ça en donnant quelques informations qui peuvent être intéressantes. La première, c'est quelque chose d'important. Si on veut étudier le mouvement d'un satellite, cette fois, autour d'une planète, donc on va se placer non plus dans le référentiel héliocentrique, mais dans le référentiel planétocentrique, donc si c'est la Terre, référentiel géocentrique. Et si on utilise les mêmes notations qu'ici, c'est-à-dire que M, au lieu d'être la masse du Soleil, on va dire que c'est la masse de la planète ça sera ça. Ici, au lieu d'être la planète, ce sera le satellite.
Donc petit m, ce sera la masse du satellite. Une fois qu'on a fait qu'on a défini ces notations, tout le raisonnement et les notations restent exactement les mêmes. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait l'étude d'un mouvement dans l'approximation circulaire d'un satellite, qui soit naturel ou artificiel, autour d'une planète, alors ce mouvement circulaire est forcément uniforme, et on a l'expression de sa vitesse autour de la planète, qui ne dépend que de la masse de la planète cette fois. Autrement dit, ça ne dépend pas de la masse du satellite. Et ça dépend de la distance à laquelle il se trouve. Donc on voit en particulier que plus il est proche de la planète, donc plus r est petit, plus la vitesse est grande. Plus il est proche de la planète, plus il tourne vite. Pour sa période de révolution autour de la planète, même chose. Donc il va faire un tour en une durée grand T, qui est sa période de révolution par définition. Pendant cette durée-là, il parcourt une distance de πr, où r, c'est le rayon de la trajectoire. Et donc on a exactement ça. Donc la période de révolution du satellite autour de la planète est donnée par cette relation ici. Ce qui change, c'est qu'ici, ce n'est plus la masse du Soleil, c'est la masse de la planète. Voilà. Et on retrouve de la même façon aussi la troisième loi de Kepler appliquée au satellite. C'est-à-dire que sa période de révolution au carré divisée par le rayon de la trajectoire circulaire au cube, c'est égal à une constante qui ne dépend pas des paramètres du satellite. Alors, en application satellite autour d'une planète, on va avoir le cas d'un satellite géostationnaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, ça, satellite géostationnaire? Ça veut dire que ce satellite se trouve toujours à la verticale d'un même point de la Terre. Ça veut dire que ce satellite tourne en même temps que la Terre, pour rester toujours à la verticale d'un même lieu. Donc ça veut dire aussi qu'il va faire un tour sur sa trajectoire en même temps que la Terre fait un tour sur elle-même, c'est-à-dire en une durée qui vaut 24 heures. Donc on connaît la période de révolution de ce satellite, on veut qu'elle soit égale à 24 heures, et ce qu'on va chercher par cette relation, c'est à quelle altitude on doit le placer pour que justement il soit toujours à la verticale d'un même lieu. Alors, on va utiliser cette relation pour déterminer ça. Donc, il faut exprimer R en fonction des autres paramètres. Alors, on va peut-être utiliser cette relation qu'on met au carré pour éliminer la racine. Donc, on va partir de ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est R. Alors, si je prends la relation qui est ici, puisque R est déjà au numérateur, Gm, je le passe de l'autre côté, ça nous donne Gm fois T au carré égale 4pi carré fois R au cube. Je vais l'écrire dans l'autre sens, ça nous donne 4pi carré R au cube égale Gm T carré. Et donc, R au cube égale Gm T carré sur 4pi. Voilà, ça c'est R au cube. Si je veux R, il faut prendre la racine cubique de cette quantité-là. Voilà, on peut l'écrire comme ça. Racine cubique, on peut écrire puissance 1 tiers aussi, c'est pareil. Non. Gm T carré sur 4pi. Voilà. Alors, ça c'est le rayon de la trajectoire. Autrement dit, la distance entre le centre de la Terre, satellite géostationnaire, on va dire autour de la Terre, ça c'est le centre de la Terre, et ça c'est le centre du satellite. Et si on veut savoir à quelle altitude il faut le placer, il faut regarder par rapport à la surface de la Terre. Donc il va falloir enlever le rayon de la Terre à cette distance-là.
altitude H. Donc on a R qui est égal au rayon de la Terre, je vais noter RT, plus l'altitude H. Voilà. Donc le R, il est là. RT, on l'a dans les données. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc on va en déduire H. Voilà. D'où H égale, alors ça fait R moins RT, c'est-à-dire racine cubique de GMT carré sur 4pi. Moins RT. Voilà, le RT il n'est pas sous la racine. Donc voilà comment on détermine l'altitude à laquelle on doit placer un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Voilà, si on fait l'application numérique, on trouve que c'est environ égal à 36 000 km. Voilà. Pour terminer, on peut faire une petite remarque. Ici, on s'est placé dans le cas simple d'une trajectoire circulaire. Il n'y a pas que ce mouvement qui est possible lorsque un satellite ou une planète est soumis à l'attraction gravitationnelle d'un astre. Il y a 4 possibilités. Donc il y a le cercle, il y a l'ellipse, bon, on en a déjà parlé dans les lois de Kepler, et il y a aussi la parabole et l'hyperbole. Donc dans ces 2 derniers cas, le satellite ou l'astre autour d'une étoile ne va plus tourner autour de l'étoile ou autour de la planète par un satellite. Il va être dévié, mais il échappe après la déviation à l'attraction de l'astre en question. Voilà, donc il y a 4 possibilités de trajectoire dans le cas d'un corps soumis à une force centrale comme on l'avait défini en TP. Et dans ce cas, on s'est uniquement intéressé au cas simple de l'approximation de trajectoire circulaire.